Alors savoir comment est-ce que les milieux réagissent à un champ électrique, c'est quelque chose de relativement compliqué, mais dans le cadre de l'électrostatique, il y a des milieux qui sont plus faciles à comprendre et dont le comportement est plus facile à anticiper. C'est le cas des conducteurs métalliques. Alors qu'est-ce qu'un conducteur métallique? C'est simplement un objet dans lequel les électrons, les porteurs de charge, qui forment le courant électrique en réalité, sont libres de se déplacer. Imaginons que dans ce volume, qu'on instaure un champ électrique. On sait très bien que si on considère un électron qui est dans le métal, il va être soumis à une force qui va le pousser vers la gauche. S'il était positif, il irait dans le sens du champ électrique, mais F c'est Q fois E. Je vous le rappelle, du coup, comme la charge de l'électron est négative, il va dans l'autre sens. Et on se retrouve avec des électrons qui vont se déplacer vers le métal, mais s'arrêter avant de sortir du métal. Ils ont le droit de s'y déplacer, mais ils n'ont pas le droit d'en sortir. C'est pas possible, ou c'est difficile pour eux d'en sortir. Il faut de l'énergie. Et on se retrouve donc avec une distribution surfacique de charge, ici, et une distribution surfacique aussi de l'autre côté, puisque les électrons, en réalité, en quittant une partie du métal, laissent sur place des charges positives. C'est en réalité les atomes qui ont des charges positives, et s'il n'y a plus autant d'électrons que d'atomes, que de noyaux finalement, eh bien on a des charges positives. Ce phénomène-là, le fait que les charges vont migrer vers la surface, se produit tant que les charges et la distribution surfacique de charges n'a pas réussi à compenser exactement le champ électrique. Tant que le champ électrique n'est pas compensé, les électrons qui sont à l'intérieur vont se mettre à bouger. Mais au bout d'un moment, en fait, le champ va s'annuler à l'intérieur du métal. Et quand on en est arrivé là, c'est qu'on a trouvé une distribution de charge surfacique qui compense exactement. Donc on est à l'équilibre électrostatique et plus rien ne bouge, il n'y a plus de charge qui se déplace. Et donc, quand on considérera un métal dans le domaine de l'électrostatique, on écrira que le champ E, il est nul pour tout M appartenant au métal. C'est une première propriété extrêmement importante des métaux. La deuxième propriété découle directement de celle-là. C'est qu'on sait que le champ E, il s'exprime, la relation avec le potentiel s'écrit E égale moins gradient de V. Mais si le champ à l'intérieur du métal est uniformément nul, et bien dans ce cas-là, le gradient de V est nul. Le gradient de V, c'est comme la dérivée en fait. Ça veut dire qu'on peut écrire que d rond sur d rond x V, c'est nul, et c'est la même chose pour d rond V sur d rond y et d rond V sur d rond z. Et donc ça veut dire que V ne dépend ni de x, ni de y, ni de z, si on est en coordonnées cartésiennes. Et donc, le fait que le gradient soit nul, ça entraîne que V, il doit être absolument uniforme dans le métal. Donc pour un métal, on ne va pas parler de potentiel en un point ou en un autre, on pourra parler du potentiel du métal tout entier. Maintenant, propriété suivante, qui peut être intéressante, la cage de Faraday. L'idée est simple, reprenons notre morceau métallique. On a vu que quand on cherchait à imposer un champ extérieur, on allait avoir l'apparition d'une densité surfacique de charge qui allait compenser exactement ce champ. Maintenant, on sait que le champ est nul à l'intérieur du métal, on va creuser pour ménager une cavité. Et c'est ça, une cage de Faraday. C'est en réalité une portion métallique qui va isoler deux zones de l'espace. Et ce qu'on sait, c'est qu'a priori, le champ, il est nul ici, à l'intérieur, parce qu'il serait nul en présence de métal, mais donc il est nul sans la présence du métal également. Voilà, quand on creuse. Donc les deux, on a réussi à faire écran au champ électrique en mettant du métal. Alors, c'est un peu la même chose,
si cette fois-ci, on prend là encore un morceau métallique et qu'on met une charge à l'intérieur, des charges, une distribution de charges à l'intérieur, on va avoir des charges qui vont se distribuer ici, là, et en partie à l'extérieur, de manière, alors c'est pas très réaliste comme distribution, mais de manière à compenser, à faire en sorte que le champ soit nul à l'extérieur. Et donc, ça, voilà, à l'intérieur il y a bien un champ, mais à l'extérieur c'est nul. Et puis comme l'électrostatique c'est linéaire, ça veut dire globalement qu'on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur d'un point de vue électrostatique, ce qu'on veut à l'extérieur d'un point de vue électrostatique, du moment qu'un métal sépare les deux régions de l'espace, elles sont isolées, électrostatiquement parlant, l'une de l'autre. Et c'est très pratique, donc ça veut dire qu'elles sont protégées. Si vous êtes dans une cage de Faraday, la foudre peut vous tomber dessus, c'est pas grave. C'est pour ça que dans votre voiture, en fait, vous êtes protégé des éclairs, essentiellement. Alors, ça, c'est aussi parce que la protection, elle va jouer, même si en réalité, ce que vous avez, c'est pas strictement du métal plein, mais même une grille métallique. Une grille métallique suffit, si évidemment les interstices sont suffisamment petits, suffit, elle va jouer le même rôle qu'un métal plein. Et donc, on fait du blindage électromagnétique, du blindage électrique, avec des grilles métalliques. Ce qui permet de voir à travers, quand même. Maintenant, on va voir un peu, on va s'attacher au champ en surface du métal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer facilement le champ partout à l'extérieur, mais on va regarder ce qui se passe pour le champ E en surface du métal. Alors, quand je dis en surface, on va, pour essayer de l'évaluer, on va zoomer énormément sur la surface. Quand on zoome sur la surface, elle avait beau être courbée, elle aura l'air plate, c'est comme la Terre. Elle aura beau avoir une distribution de charge surfacique non uniforme, si vous zoomez suffisamment, cette distribution apparaîtra uniforme, et à partir du moment où elle est uniforme, il y a, au moins localement, une invariance par translation le long de la surface. Le résultat de ça, c'est que on peut imaginer une surface de contrôle suffisamment petite pour qu'à son échelle, sigma soit uniforme. On fait ça, et on prend une surface de contrôle classique, on va prendre un cylindre, et le raisonnement qu'on va faire va ressembler énormément à ce qu'on a fait pour la surface infinie uniformément chargée. La seule chose, c'est qu'ici, il n'y a plus de symétrie. Il n'y a plus de symétrie parce que d'un côté on a de l'air, de l'autre on a du métal. Donc on ne peut pas dire, même si la distribution, c'est vrai, la distribution surfacique de charge, d'un point de vue strict, si elle est uniforme, elle est symétrique. Mais le reste de l'espace n'est pas symétrique. Donc il n'y a pas de l'air des deux côtés. Donc on ne peut pas appliquer ici les principes de symétrie. Alors, pas tous. Ce qu'on va pouvoir appliquer comme principe de symétrie, c'est dire que comme le champ au point M, eh bien, il doit être contenu dans tous les plans qui contiennent l'axe OZ, puisque tous les plans qui contiennent l'axe OZ sont des plans π pour la distribution de charge. Et globalement aussi, hein, ça ne change pas le fait, ça va pas, tous ces plans π là qui contiennent l'axe OZ, ils ne vont pas échanger, ils vont laisser l'air dans l'air et le métal dans le métal. Donc ça marche, ils laissent et la distribution et les matériaux invariants. Donc on a un champ E qui est dirigé suivant UZ à cause de tous ces plans π. A priori, il dépend de X, Y et Z. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc UZ. Je note que c'est à cause des plans π. Et qu'il y en a beaucoup en fait. C'est tous les plans π. Maintenant, l'invariance par translation nous pousse à écrire que c'est juste un E de Z, UZ. Ça, c'est invariance par translation. Puisque ça laisse effectivement invariant à la fois la distribution de charge et les milieux. Maintenant, on peut essayer de calculer le flux du champ E à travers la surface fermée, le cylindre, mais simplement, en dessous, là, E, il est nul parce qu'on est dans le métal. Donc pas de flux
pour tout ce qui est dans le métal. Comme ici, on a un vecteur normal qui est perpendiculaire donc au champ électrique, puisque le champ électrique est toujours vertical, et bien du coup, on a un flux qui est nul sur le côté également. Donc le seul flux qui reste, c'est le flux sur le dessus. Le champ ici sur le dessus, il est uniforme, puisqu'on est à une altitude z égale constante. Donc on peut écrire que l'intégrale de E de z uz scalaire, le ds, c'est en fait alors n1, mais n1 c'est uz. La normale sortante ici, c'est en fait uz. ds. Donc comme je disais que ça se fait à une altitude z égale constante, on peut sortir le E de z. Le uz scalaire uz, ça fait 1. Et il nous reste simplement à intégrer la surface. Donc ça fait E de z fois la surface S ext. Maintenant on va calculer la charge intérieure. Et ce qu'on a là, c'est que la seule charge qui est intérieure à notre surface de contrôle, c'est celle qui est contenue dans cette intersection, me le placer, mais du cylindre et de la surface uniformément chargée. Et donc, là aussi, cette charge intérieure, c'est simplement sigma fois la surface. C'est bien égal à l'intégrale de sigma ds sur cette surface S ext. Voilà, on applique le théorème de Coulomb, qui nous dit donc que E de z fois S ext, c'est égal à sigma S ext sur epsilon 0. On simplifie S ext et on obtient finalement que le champ juste à la surface du métal, c'est sigma sur epsilon 0. N, ou N, c'est la normale sortante au métal. Ici, c'est uz, mais on peut du coup généraliser ce résultat parce que, de façon générale, il n'est pas valable uniquement pour des surfaces planes, mais même pour des surfaces incurvées sur lesquelles on aurait beaucoup zoomé. Donc ça, c'est le champ juste en sortie du métal, juste au-dessus de la distribution surfacique. On va maintenant parler de la notion de capacité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par capacité ? Imaginons un morceau de métal, toujours, et on va voir ce qui se passe quand on change son potentiel. Alors quand on change son potentiel, on peut imaginer que par exemple on le branche sur un générateur qui va fournir du courant, éventuellement, mais qui va surtout mettre l'intégralité du métal à un certain potentiel. Et donc on va se retrouver avec une densité surfacique de charge sigma qui n'est pas forcément uniforme. Donc la charge totale portée par ce morceau métallique, c'est simplement l'intégrale double de sigma ds. Bien sûr, là, il faudrait faire une intégrale puisque sigma n'est pas uniforme. Maintenant, si on regarde le potentiel en un point M qui appartient au métal, alors ce qu'il faut faire, c'est simplement faire l'intégrale du potentiel créé par chaque charge infinitésimale située, située sur la surface ds. Donc la charge infinitésimale, c'est sigma ds. Et puis, on se souvient que le potentiel créé par une charge ponctuelle, c'est 1 sur 4pi epsilon 0 r, ou petit r, si on est en coordonnées sphériques. Donc petit r, c'est la distance à l'origine, donc à la charge. Donc ici, ça va être 4pi epsilon 0. Et puis la distance entre le point auquel on fait parcourir tout le métal, on va l'appeler P, et M, le point où on veut calculer le potentiel, même si M, en fait, on a une totale liberté dans le choix puisqu'il s'agit d'un point du métal. Et que donc, normalement, cette intégrale ne doit pas dépendre de l'endroit du M qu'on choisit tant qu'il est dans le métal. Bien, maintenant qu'on a écrit ces deux expressions extrêmement générales, et même si sigma n'est pas uniforme, si jamais on fait sigma donne 2 fois sigma, c'est-à-dire qu'on double sigma. Dans ce cas-là, ce qu'on voit clairement, même si sigma n'est pas uniforme, c'est que la charge intérieure, elle est doublée également. Et que le potentiel, il est doublé
également. Puis la même chose si on multiplie par 2, par 3, par n'importe quoi. En fait, ça traduit le simple fait que les relations ici qu'on a entre Q et sigma, et puis entre V et sigma, sont des relations linéaires. C'est-à-dire que si on augmente sigma d'un certain facteur, c'est la même chose pour Q, et c'est la même chose, je l'appelais Q1, c'est la charge Q qui est portée, et c'est la même chose pour V. Du coup, ça veut dire que le ratio C, qui est égal à la charge sur V, le potentiel, ça c'est une constante qui ne dépend finalement que de la forme géométrique de votre morceau métallique. Et cette capacité s'exprime en farad. Ça vous donne une idée, plus la capacité est grande, plus ça veut dire que pour une augmentation modeste du voltage de votre générateur, vous allez obtenir une plus grande, une distribution de charge plus importante en coulombs. Voilà. Donc des farads, quelque part, c'est des coulombs par volt, mais c'est pas ça qu'on utilise ici. On dit que la capacité s'exprime en farad. Voilà. Alors, il y a très peu de cas où c'est simple de calculer cette capacité, mais il y en a un, c'est le cas de la sphère métallique. Prenons une sphère métallique, sphère, et on va la mettre à un potentiel V. Alors, dans notre cas, la sphère métallique, elle est isolée, ce qui fait que quand le générateur apporte des charges, naturellement, ces charges vont se répartir sur la sphère et se répartir de façon uniforme, parce qu'elles n'ont pas de champ à compenser ou quoi que ce soit. Donc, a priori, on a sigma qui est uniforme. Alors, c'est très pratique, parce que du coup, la charge portée, eh bien, c'est simplement sigma fois la surface de la sphère, puisque normalement, c'est une intégrale double de sigma ds, mais là, parce que sigma est uniforme, on peut la sortir. Donc ici, on a juste la surface, donc c'est 4pi R2, la surface de la sphère, fois sigma. Maintenant, pour le potentiel, on va faire quelque chose. Oui, évidemment, j'ai appelé grand R le rayon de la sphère. On va faire quelque chose, c'est qu'on peut choisir le point où on le calcule, mais on va essayer de le calculer au point O, parce qu'en réalité, c'est celui pour lequel l'intégration est facile. Donc, on a dit que c'était l'intégrale double de sigma ds sur 4pi epsilon 0, P, alors OP, puisqu'il s'agit d'une distance, P c'est le point qu'on va balader sur toute la sphère, celui sur lequel est centrée la surface infinitésimale ds, et voici ce qu'on obtient. La seule chose, c'est que OP, on s'aperçoit que c'est constant, ça c'est parce qu'on a bien choisi le point O. Ça n'aurait pas été constant si on avait choisi un autre point que le point O. Et donc OP, c'est constant et ça vaut R. Du coup, on peut sortir tout ce qui ne dépend pas de P de l'intégrale. Et comme à peu près rien ne dépend de P, eh bien, voici ce qu'on obtient. Et ça, c'est juste l'aire de la sphère et c'est encore 4pi R2. Donc, le potentiel s'écrit tout simplement sigma R sur epsilon 0. Maintenant, on peut calculer la capacité. C, c'est Q sur V. Et donc, ça fait 4pi R2 sigma sur sigma R sur epsilon 0. Les sigmas se simplifient. Ça, c'est à la fois attendu et une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, la capacité ne va pas dépendre de sigma. Et c'est bien ce qu'on avait prévu au départ, c'était que par définition, comme c'est le ratio Q sur V, on a vu que ça ne doit pas dépendre de sigma. A priori, C ne dépend pas de sigma. Si vous doublez sigma, la capacité ne doit pas changer. Q change, V change, mais pas la capacité. Ensuite, R, on le simplifie avec le carré là-haut, et ça fait donc 4pi epsilon 0 R. On a donc une capacité qui est ici proportionnelle au rayon. Si vous voulez augmenter la capacité, il va falloir augmenter le rayon de la sphère. C'est juste que c'est plus facile de mettre des charges quand elles sont plus éloignées les unes des autres, puisqu'elles se repoussent. Donc ça demande un effort d'apporter plus de charge si la sphère est très petite.